Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bienvenue sur le micro des gynécos. Aujourd'hui, Léa reçoit Emmanuelle Écoffé, sage-femme au CHU de Besançon et référente du don de sang placentaire. Ensemble, elles abordent ce geste encore peu connu, mais porteur d'espoir pour de nombreuses pathologies. De la collecte à la validation, en passant par les enjeux éthiques et l'organisation pratique, découvrez toutes les facettes du don de sang placentaire. Bonjour Emmanuelle, aujourd'hui on est très heureux de te retrouver sur notre chaîne de podcast pour parler du don de sang placentaire. On sait que Besançon est une super maternité qui a des taux de conformité très élevés pour ce recueil. Alors on va tout d'abord, si tu veux bien, nous expliquer à quoi sert le recueil de sang placentaire. Avec plaisir. Donc, le sang placentaire peut être recueilli après le clampage du cordon et qui est sectionné par le papa. En attendant la délivrance du placenta, il reste du sang dans le cordon qui coagulera si on ne l'utilise pas et ira à la poubelle avec le placenta qui est un déchet organique. Donc, on peut prélever ce sang qui est immature, qui est plein de cellules souches totipotentes pour en faire l'équivalent d'une greffe de moelle osseuse. Et concrètement, du coup, ces cellules, elles vont servir pour quelle pathologie ? Alors actuellement, les patientes qui consentent à donner leur sang de cordon, on traite uniquement des maladies du sang type leucémie de l'enfant ou de l'adulte et des drépanocytoses sévères. Ok, c'est des belles perspectives. Et du coup, concrètement, comment ça s'organise en pratique ? En pratique, la sage-femme qui est à l'accouchement peut prélever elle-même, si elle est habilitée, le sang de cordon, mais c'est plus confortable si une autre sage-femme comme nous qui sommes référentes ou une autre collègue, quand on n'est pas là, puisse faire le geste de façon à ce que la sage-femme s'occupe principalement de la patiente et de son enfant. Donc, on vient avec un agitateur comme lorsqu'on va donner son sang à l'EFS, le même type de poche avec le même type d'aiguille. On prélève le cordon après une asepsie rigoureuse et tant qu'il y a un débit, on continue de prélever pour avoir un maximum de sang, donc un maximum de cellules. On peut même continuer à prélever ex utero quand le placenta est décollé et sorti du ventre maternel, avec une collègue qui peut continuer de presser le placenta pour obtenir de meilleurs rendements. Ok, donc ça c'est pour la partie vraiment recueil, mais j'imagine qu'en amont, il y a eu toute une procédure pour inclure la patiente et recueillir son consentement. Oui, tout à fait. Le consentement éclairé et le fait qu'il n'y ait pas de contre-indication sont très importants vu que c'est des dons thérapeutiques qui vont servir à des greffes. Donc, lors de la constitution du dossier par le médecin ou la sage-femme à l'arrivée au CHU, il y a un questionnaire qui va relever les principales contre-indications pour être sûr que la patiente puisse donner, si elle est d'accord. On lui donne ensuite donc le consentement à lire à la maison et à signer et à nous donner le jour de l'accouchement, si elle est d'accord. Et donc on en revient au prélèvement qui a été effectué auprès de la patiente. Une fois qu'il a été prélevé, quel est son parcours après quand il se dirige vers l'EFS ? Eh bien, du coup, on a toute une procédure d'étiquetage au lit de la patiente pour anonymiser le prélèvement. Il va être conservé dans une boîte isotherme réfrigérée et il y a un ramassage quotidien par des navettes d'une entreprise de transport de sang qui les conduit le plus rapidement possible à l'EFS où ils vont procéder tout d'abord au contrôle du volume. Donc actuellement, c'est 80 millilitres, en dessous duquel la poche ne sera pas conservée à part pour un usage scientifique. Ensuite, si le volume est bon, ils vont prélever un échantillon pour compter les cellules CNT et CD34. En dessous d'un certain seuil qui a augmenté au cours des années par exigence par rapport aux patients qui pourront être greffés,
à nouveau, la poche peut repartir en scientifique ou être détruite. Et si elle passe les seuils, elle va être miniaturisée, congelée. Et à ce moment-là, on aura la procédure de fin de validation. Et cette procédure de fin de validation, en quoi elle consiste? Eh ben, elle consiste à un entretien détaillé avec la patiente dans sa chambre ensuite de couche. L'entretien va aller vraiment sur les antécédents familiaux, mais détaillé, toutes les conduites à risque, les voyages, les prises de médicaments pendant la grossesse, les échographies. On va vraiment être très pointilleux. On a un niveau d'exigence car nos poches sont accréditées FARC et peuvent partir greffer des patients dans le monde entier. Donc on doit vraiment tout checker pour que le patient qui reçoit la poche n'ait absolument aucun risque de développer une maladie. Effectivement, c'est très intéressant de connaître le parcours. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur, du coup, l'historique de ce don de sang placentaire et un peu, l'actualité, et sa place dans notre parcours de soins et de santé, global? Oui, bien sûr. Alors en fait, les premiers à avoir fait de la greffe de cellules souches hématopoïétiques issues du sang de cordon sont les Américains. Nous, à Besançon, donc on a commencé par une étude menée par le professeur Schall entre 1990 et 1993, à l'issue de laquelle les prélèvements à visée thérapeutique ont commencé en 93. Ils ont été ascensionnels jusque dans les années 2010 où on a prélevé beaucoup de patientes, mais au fur et à mesure, donc la bibliothèque de sang congelé augmentant et permettant une meilleure représentativité de la population française, ils ont augmenté au fur et à mesure le seuil, le volume minimal, le nombre de cellules minimales, car tout ça, ça a un coût de garder toutes ces poches, même miniaturisées dans l'azote liquide. Et aujourd'hui, les médecins hématologues, ça n'est pas leur traitement de première intention pour les leucémies. Ils vont préférer des cellules de sang périphérique mises en culture ou des cellules issues de greffe de moelle osseuse familiale ou autre, sachant que dans le plan ministériel 2022-2026, le sang de cordon a toujours sa place car il y a vraiment une représentativité exhaustive de la population, sachant que nos enfants sont issus d'un brassage génétique, leurs parents pouvant venir d'un autre pays. Ça permet vraiment d'avoir une bibliothèque disponible en permanence. Notre registre, c'est le registre France Greffe de Moelle, mais il est international. Donc nos poches, elles peuvent être demandées par un médecin hématologue à l'autre bout du monde et en 24 heures, parvenir aux patients. Ah oui, effectivement, c'est impressionnant. Pour la petite anecdote, le chanteur de Dionysos a été sauvé d'une maladie auto-immune grâce à une greffe de cellules de sang de cordon. Ah oui, donc bien utile. Et donc, pour les les poches, pardon, qui sont non conformes, tu nous as dit qu'elles épartaient un but scientifique. Tu peux nous expliquer un petit peu plus, à quoi elles servent? Ah oui, tout à fait. La recherche scientifique est très demandeuse de cellules souches issues de sang de cordon, de par la disponibilité qu'on peut avoir. Et actuellement, sur Besançon, par exemple, il y a un projet qui est en phase finale d'essais cliniques sur patients. C'est les carticelles. Donc, c'est donc des cellules souches qui vont être dirigées vers un cancer, contre un cancer. Il y a énormément d'autres usages qui sont étudiés par la recherche, que ce soit sur des maladies cancéreuses, autres que la leucémie, mais aussi des maladies chroniques comme Parkinson, des lésions de la moelle épinière, l'infarctus du myocarde, même le diabète, voilà. Sans parler de la thérapie cellulaire, il y a un avenir inimaginable sur les cellules souches parce qu'elles sont immatures, parce qu'elles sont, il y a moins de rejet aussi vis-à-vis du patient et donc
toutes nos poches non conformes alimentent la recherche parce que les patientes y ont consenti. Et dans un avenir proche, on pourrait même avoir une filière dédiée à la recherche uniquement pour les patientes qui n'auront pas pu donner à visée thérapeutique. Oui, donc malgré cette baisse de demande des hématologues, c'est important d'encourager toujours nos patientes à au don de sang placentaire pour l'avenir. Tout à fait. Et donc toujours concernant les dons au moment de la naissance, ici à Besançon, vous faites également le don de membrane placentaire. Pareil, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, son but, et comment ça fonctionne? Oui, bien sûr. Alors là, on parle de césarienne programmée à membrane intacte. On va s'habiller stérilement comme les chirurgiens, recueillir le placenta entier avec ses membranes le moins déchirées possible, les mettre dans un bain de sérum FI avec des antibiotiques qui va partir directement à l'EFS pour être découpé dans une salle blanche, pardon, et en petits fragments qui vont servir actuellement sur des greffes de cornée. C'est des pansements cicatrisants qui vont aider à la greffe de cornée. Mais il y a d'autres centres, il y a d'autres études. Donc il y a une étude aussi qui sert sur les reconstitutions de la mâchoire sur des patients qui ont eu des cancers. Et je sais qu'il y a d'autres centres qui peuvent s'en servir sur des greffes de peau sur des grands brûlés. Waouh, bah, quelle, belle perspective aussi pour ces dons-là. J'imagine aussi qu'il y a des consentements avant à recueillir, de la même façon que le don, de sang. Est-ce que c'est aussi sélectif? Alors, c'est sélectif, il y a un consentement à recevoir, mais c'est moins exigeant que le sang placentaire parce qu'il n'y a pas cette notion de reconstitution de toutes les lignées sanguines qui vont durer toute la vie du patient. Là, voilà, ça reste un pansement cicatrisant, avec des cellules, des cellules souches qui vont permettre une meilleure greffe, mais les contre-indications sont principalement infectieuses. Il n'y a pas tout le côté génétique, antécédents familiaux, auto-immunité non plus. Et là, actuellement, avec tous les dons qu'il y a, est-ce que le besoin est couvert ou il est plutôt croissant? Alors non, le besoin est pas du tout couvert car malheureusement il y a que effectivement certaines patientes et surtout des césariennes programmées à membrane intacte et nous on bénéficie de l'avantage d'avoir la proximité avec l'EFS où ils peuvent venir chercher le prélèvement tout de suite. Mais voilà, on programme des césariennes et peut-être que la patiente va rompre la poche des os la veille ou l'avant-veille et que nos plans vont être contrecarrés. Il y a peu de patientes qui peuvent donner effectivement les demandes de greffe de cornée sont très, très, très importantes. Et concernant le suivi de ces enfants qui ont fait le don, de sang ou de membrane, comment ça se passe? Eh ben, concernant les membranes, il y a pas de suivi, mais concernant le sang de cordon, lors de l'entretien postnatal détaillé qu'on donne aux patientes, on remet un questionnaire que le pédiatre ou le médecin généraliste qui verra l'enfant à sa visite des 2 mois doit remplir et nous renvoyer et on colle un autocollant sur le carnet de santé pour que les soignants et les parents soient bien alertés sur le fait que si l'enfant présente une maladie dans la petite enfance, il faudra prévenir l'EFS pour détruire la poche. Parce que la poche et l'enfant, c'est identique. Jamais la poche pourra servir pour l'enfant. Mais à contrario, le patient greffé avec la poche de sang de cordon se mettrait à développer les mêmes maladies que l'enfant si c'était le cas. C'est pour ça que dans certains pays, il y a des abus de kits payants où on fait prélever le sang de cordon pour l'enfant et on leur fait croire que ça pourra lui servir, mais jamais. Autant, effectivement, il peut y avoir des greffes intrafamiliales s'il y a une correspondance génétique entre les frères et sœurs, autant jamais la poche ne pourra servir à l'enfant qui a donné. Merci, c'était important de souligner ça, aussi. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose? Bah non, merci. Bon, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui.
Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si des ressources ont été partagées par notre invité, vous les retrouverez dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lui accorder 5 étoiles et pourquoi pas d'en parler autour de vous. Et si vous avez des idées de thèmes ou d'orateurs que vous aimeriez entendre, partagez-les avec nous car cette chaîne, c'est avant tout la vôtre. Métro, boulot, gynéco.